titres. J-73 avant le référendum, réunion polémique au Saria sur différents points concernant le référendum. Elle vient tout juste de s'achever. Comment s'est déroulé ces échanges? Vous entendrez les réactions de Roch Wamitan et Philippe Dunoyer en début de ce journal. Pendant ce temps, la campagne de propagande se poursuit à Poindimié. Le FLNKS, via son comité nationaliste et citoyen, a répondu aux questions des différentes communautés présentes, notamment sur le financement en cas d'indépendance. Formation arbitrage au camp Est, 16 détenus suivent un atelier avec un invité de marque, Bertrand Brial, arbitre calédonien qui a participé au dernier mondial de football. Suite et fin de votre feuilleton sur le gouvernement Tjibaou. Ce soir, vous verrez qu'est-ce qui a permis à ce gouvernement de fonctionner malgré les difficultés de l'époque. Et on débute avec de l'actualité politique. Nous sommes à 73 jours avant le référendum. La réunion au Haut Commissariat avait commencé à 14 h cet après-midi. Elle vient tout juste de se terminer. Autour du Haut-Serre, Thierry Lataste, les signataires de l'accord de Nouméa, les présidents des institutions, les responsables des groupes politiques au Congrès et des parlementaires. Seul le Rassemblement MPC a refusé l'invitation. À l'ordre du jour, la restitution du bilan technique de l'accord de Nouméa, les assises des Outre-mer, la communication de l'État sur les enjeux du référendum et la liste électorale référendaire. Nous sommes en direct du Haut-Saria avec Roch Wamitan. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment s'est passée la réunion? Cette réunion s'est déroulée comme d'habitude. Une réunion qui a permis à chacun des groupes participants de cette réunion locale du comité des signataires d'exprimer leur point de vue sur les 4 thèmes qui nous avaient été soumis cet après-midi. Donc les assises de l'outre-mer. Donc il y a eu un rendu du comité calédonien et notamment sur les problématiques de la jeunesse calédonienne. Il y a eu ensuite le rendu par les responsables du cabinet d'études, le CMI, sur le bilan technique de l'accord de Nouméa, la question du corps électoral référendaire et la communication, donc les enjeux de la communication en cas de réponse du oui, au 4 novembre prochain. Quelle a été la principale décision aujourd'hui ? Je pense que la principale décision, c'était essentiellement sur le corps électoral référendaire, puisqu'il nous a été annoncé que les travaux du comité ad hoc, le comité technique, le comité de travail sur la question du corps électoral référendaire, se terminent, puisque nous arrivons maintenant à la fin des réunions des commissions administratives spéciales, et le 31 août sera publiée la liste électorale des citoyens calédoniens appelés à s'exprimer le 4 novembre prochain pour le référendum. Nous avons bien sûr noté le travail important qui a été réalisé par l'État, bien sûr, le gouvernement avec tous ses services, mais nous avons aussi formulé une interrogation sur les 3000 et quelques personnes essentiellement de statut coutumier qui n'ont pas été localisées. C'est-à-dire ces personnes-là sont identifiées, mais avec les différentes techniques et les différentes mesures qui ont été arrêtées par l'État ou le gouvernement, ils ne sont pas arrivés donc à localiser ces personnes. Et du fait qu'elles n'apparaissent sur aucun des fichiers, après les différents croisements des fichiers, notamment les fichiers sociaux, le fait que les agents de la DGRAC, donc les affaires coutumières, se sont déplacés dans les tribus et tout ça, on n'est pas arrivé donc à les localiser. Donc ça nous pose un problème parce que on sait que ces personnes existent, qui sont essentiellement des statuts coutumiers, mais on ne sait pas à quel endroit, quel lieu ou quelle commune, disons, les rattacher de façon à ce que ces personnes puissent être inscrites.
dans un bureau de vote. Donc voilà, nous avons demandé à ce que l'État prenne toutes les mesures juridiques, bien sûr, à sa disposition pour que le jour de vote, s'il en reste encore ces personnes-là, si évidemment ces personnes sont vivantes, une fois s'ils se présentent à un bureau de vote, quel que soit l'endroit de la Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la commune, il y a une organisation de l'État qui permette à ces personnes d'exercer leur droit de vote. Voilà. Ça, c'est un problème. Ouais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je le rappelle, cette réunion vient tout juste de se terminer. Elle avait commencé à 14h. Durant 3 heures, les signataires de l'accord de Nouméa, les présidents des institutions, les responsables des groupes politiques au Congrès et des parlementaires ont échangé sur 4 sujets. Après Roch Ouamitan, nous allons recevoir Philippe Dunoyer. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous avez bonsoir. Les oreillettes, tout est prêt? Je vous entends, oui. Ça va. Alors pour vous, comment s'est passée cette réunion? Très bien, très bien. Les 4 points ont pu être évoqués sereinement et ils sont importants. Le premier était déjà connu, mais c'est important de se rappeler quels sont les projets qui ont été identifiés dans le cadre des assises de l'outre-mer pour la Nouvelle-Calédonie. D'autant plus que Calédonie Ensemble en porte beaucoup. Je pense par exemple au nouveau SMA qui est attendu sur Bourail avec 80 places. Je pense à la création de brigades de protection des familles pour lutter contre les violences intrafamiliales dans la gendarmerie. Je pense à la création d'un EREA, un établissement d'enseignement adapté pour les jeunes qui sont en difficulté scolaire, ou un institut de la réussite, au contraire, pour les jeunes qui ont des capacités mais sont en difficulté sociale. Donc les assises outre-mer ont été évoquées et il y a eu un bilan également, comme vous le savez, de la mise en œuvre de l'accord de Nouméa, un bilan qui rejoint très, très majoritairement les conclusions du groupe de dialogue qui s'était déjà exprimé sur ce sujet, avec, sans surprise, un accord de Nouméa au bout de 20 ans, heureusement, qui a été pleinement, quasiment globalement mis en place, à quelques exceptions près. Donc un bilan positif, mais des zones ou des sujets de vigilance. Ensuite, on a abordé un sujet très important, comme vous le savez, celui des listes électorales, enfin de la liste électorale pour le référendum. Et là, il faut être satisfait du travail colossal qui a été accompli à la fois par les services de l'État et les services de la Nouvelle-Calédonie également depuis plusieurs mois, à l'initiative, je le rappelle, d'une demande qui a été formulée par Calédonie Ensemble en comité des signataires, celle d'inscrire tous les natifs, quel que soit leur statut, qui n'étaient pas inscrits sur la liste pour le référendum. Et c'est très important qu'on ait été rejoints sur cette demande parce qu'aujourd'hui, 9000 personnes ont pu être inscrites sur cette liste qui fait 175 000 non. Donc aujourd'hui, et vous le savez, il reste quelques cas pour lesquels on n'a aucun résultat, aucune identité confirmée, pas d'adresse. Donc il reste encore quelques cas pour lesquels les services vont continuer de travailler, mais aujourd'hui la liste électorale des 175 000 personnes est complète et reflète très très majoritairement l'ensemble des personnes qui remplissent les conditions. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résultat du référendum... Oui. Alors, à l'instant, ce sera ma dernière question. À l'instant, Roch Ouamitan nous parlait de communication spécifique de l'État en cas de oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ça, c'est une demande des indépendantistes, la communication de l'État en cas de oui. Du côté des non-indépendantistes, sans surprise, il y aura aussi demande d'une communication en cas de non, mais de manière très ciblée. Pour Calédonie Ensemble, la position est simple. Il faut que l'État se limite à préciser les conséquences juridiques, institutionnelles ou constitutionnelles, qui seraient celles d'une réponse non au référendum du 4 novembre, ou oui. Il ne faut surtout pas que l'État s'engage sur une voie politique avec des options, des alternatives. Ce n'est pas son rôle. C'est aux partenaires politiques de discuter, d'échanger, de faire campagne sur ces dimensions. Donc pour nous, l'État doit simplement expliquer les conséquences prévues par l'accord de Nouméa ou par le droit international en fonction des 2 réponses du 4 novembre. D'accord. Philippe Dunoyer, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.
Et pendant ce temps, à Poindimié, le FLNKS poursuit sa campagne. Les comités nationalistes et citoyens, les CNC, ont été déployés dans chaque région, comme à Poindimié. Samedi, ils seront conviés à une rencontre culturelle, l'occasion de répondre aux interrogations des Calédoniens sur l'économie en cas d'indépendance. Un reportage d'Aurélie Niaoutine. Anaïsé prépare un tapa. Elle travaille son écorce sous l'œil avisé de son papa. Tu pars de gauche à droite et de droite à gauche, dans ce sens-là. Anaïsé est une métisse. Son papa est kanak et sa maman d'origine wallisienne. Chez les Némia, la fabrication du tapa, c'est d'abord une histoire de famille. Elle aussi utilise beaucoup les tapas dans leurs coutumes. Au niveau de chez nous, ici, on utilise aussi le tapa pour faire la confection des enveloppes de monnaie kanak. Nous vivons en communauté, c'est le mariage déjà des deux parents, des deux cultures. Et je pense que le tapa fait bien les liens entre les deux communautés. Une résidence culturelle placée sous le vivre ensemble se prépare. Wallisiens, Indonésiens, Tahitiens, Européens et Kanaks se côtoieront ici samedi. Le comité nationaliste et citoyen de Poindimié est invité à communiquer sur le financement du projet d'indépendance du FLNKS. Il nous reste quelques semaines avant le référendum du 4 novembre, qui est quand même une date importante dans les dispositifs des accords de Nouméa. C'est avoir des réponses à des questions. Ce sont des questions qui sont importantes dans le dispositif. C'est pour rassurer tout le monde, un peu toutes les communautés qui vivent sur le territoire et puis qui vivent déjà, nous, au niveau de notre commune. Vanneries, culture ou mets traditionnels, les communautés partageront et vivront ensemble ces ateliers. À noter également la présence du groupe Faiva Mako, troupe de danse traditionnelle wallisienne, de retour de sa tournée en métropole. Alors dès demain, il y aura l'accueil des communautés et ce sera la journée culturelle se déroulera samedi toute la journée à Poindimié. Et justement, du 1er au 8 septembre, tous les soirs à 22h sur Calédonia, retrouvez le colloque intitulé « Quelle économie pour la Calédonie après 2018 » organisé par l'Université de Nouvelle-Calédonie. Se former à l'arbitrage de football quand on est en prison, c'est le cas de 16 détenus au camp Est. Lancés il y a un mois, ils ont entamé aujourd'hui leur deuxième session, une journée spéciale avec un invité spécial, le Calédonien Bertrand Brial, arbitre international. Il a participé à la dernière Coupe du Monde en tant qu'arbitre remplaçant Duke Menango. Dans le cadre de cette formation d'arbitrage, la vingtaine de stagiaires a écouté avec attention les conseils et anecdotes de l'arbitre calédonien qui a officié à la Coupe du Monde en Russie. Pour entrer dans le vestiaire argentin, et juste au moment où on allait mettre la main sur la poignée, la porte elle s'ouvre, et là c'est Lionel Messi qui nous ouvre la porte. Et donc Lionel Messi qui nous dit de rentrer, après je serre la main. Et là je peux vous dire qu'il faut rester neutre, pas un sourire, pas de photo évidemment parce que je suis arbitre. Donc je lui ai serré la main, tout simplement, bonjour. Et puis je suis passé devant lui, j'ai eu le temps de regarder son bras avec tous les tatouages. On a apporté son témoignage et ça, c'est assez puissant, quoi, c'est assez fort quoi, dans ses déplacements. Quoi. Il a été loin et nous, ça nous permet peut-être de voir, d'envisager de faire comme lui. Quoi. Le plus important, c'est de former justement de futurs arbitres. Ça les aide également à s'intégrer, à se réintégrer quand ils sortiront dans la société, donc c'est une réinsertion. Et ça leur permet de découvrir le foot autrement. Donc c'est quelque chose qui est très positif et on aura comme ça de nouveaux arbitres en Calédonie. Pour les participants, les bénéfices de la formation sont multiples. Déjà, personnellement, ça me permet de sortir de la cellule, de m'évader un peu de la vie carcérale, de parler un peu d'autre chose. Et puis, sur le plan professionnel, ça peut être un truc aussi à envisager. On a acquis déjà le premier niveau. Il y en a encore 2, 3 à venir. Et moi j'en ai parlé au M. Brial et Philippe Gian, les organisateurs, que moi je sors bientôt et je vais continuer à l'extérieur avec eux. On a déjà pris nos coordonnées, je sortirai et je continuerai avec eux dans le métrage. Pour ceux qui n'auront pas fini de purger leur peine, ils auront encore devant eux 3 volets d'apprentissage suivis d'un examen.
Là, normalement, début novembre, Marius il va mettre une deuxième session, d'accord? Et ensuite, en début d'année prochaine, ça sera une troisième. Et puis à partir de là, il faut surtout savoir qu'il y a souvent des QCM, il faut répondre aux questions. Et donc à partir de deuxième et troisième, s'ils sont top, donc automatiquement, il n'y a pas de souci pour que la FCF puisse valider leur diplôme. Une fois ce diplôme validé, certains de ces jeunes du pays pourraient bénéficier d'autorisation de sortie pour arbitrer des matchs de coupe au championnat calédonien et ainsi satisfaire un réel besoin en arbitre. C'est l'étude du dossier, c'est l'avis des uns et des autres, l'avis des autorités judiciaires. Mais sachez que déjà au sein de l'établissement, il y a déjà des sorties qui sont autorisées dans le cadre des échecs, etc. Donc en l'état, je ne vois pas pourquoi cette formation ne ferait pas l'objet d'un projet, d'une réflexion sur des permissions de sortie. Voilà. Et ça serait l'aboutissement. Dernier épisode de votre feuilleton sur le gouvernement Tjibaou, premier gouvernement collégial qui a œuvré de 82 à 84. Il s'est formé pendant une période de l'histoire calédonienne difficile. Ce soir, vous allez voir comment cette femme et ces hommes de bords politiques différents ont réussi à travailler ensemble malgré tout. Lindsay Wamo. 1983 en Nouvelle-Calédonie. Les tensions entre les communautés s'aggravent. Malgré tout, le conseil du gouvernement Tjibaou, un gouvernement pour la première fois composé d'indépendantistes et d'anti-indépendantistes, enchaîne les réalisations et les réformes. Le gouvernement Tjibaou donne le temps de sa ligne politique. Une politique pour le développement économique de la Nouvelle-Calédonie et le rééquilibrage. Après la mise en place de la fiscalité directe et le lancement d'Air Câlin, le conseil de gouvernement se penche cette fois-ci sur la santé. L'autre réforme qui a été menée par Henri Ouetta, qui était RPCR, c'est le rachat de la clinique de Magenta et l'intégration au centre hospitalier territorial Gaston Bourré. La clinique devient publique et rend celle-ci accessible aux familles avec un budget modeste. Mais dans les années 80, au sein de la population calédonienne, on s'essouffle. La vie en Nouvelle-Calédonie est trop chère. Le taux d'inflation atteint les 13%. Ce travail de régulation, c'est le vice-président qui s'en charge. Jean-Marie Tjibaou, alors vice-président, n'imposera pas de loi pour diminuer les prix. Il mise tout sur le dialogue et sur le soutien de ses conseillers. On n'a pas eu besoin de mettre en place de délibération faisant force de loi. C'est-à-dire que tout a été fait dans le cadre de la concertation avec la Chambre de commerce et de l'industrie. Il est vrai que Gaston Morlet, étant un grand ami du président de la Chambre de commerce à l'époque, Arnaud Délé, ça a facilité certes les choses. Mais il y a eu un contrat moral passé et on a abouti, au bout d'un an, à avoir, je dirais, une régulation des prix, une régulation des marges, des marges bénéficiaires et allant vers justement une baisse de l'inflation. Lorsque le gouvernement prend fin, le taux d'inflation est de 7%. Mais nouveau défi pour le vice-président. Le pays croule sous les dettes. La Nouvelle-Calédonie doit plus d'1 milliard de francs à l'État pour l'avance faite dans le cadre de la fiscalité du nickel. La dette est entièrement remboursée et les caisses de la Nouvelle-Calédonie débordent. D'autres projets, comme la mise en œuvre des langues vernaculaires, voient le jour. On était déjà dans le destin commun. C'était la collégialité avant l'heure. C'était aussi permettre de continuer à parler et ne pas s'affronter. Là, il n'y avait plus de blancs et de noirs, nous étions des Calédoniens. Et c'est ce qui a permis cette réussite, c'est-à-dire que nous n'étions pas à 1000 lieues les uns des autres au niveau de la pensée. Nous avions, je dirais, une pensée, je dirais, convergente. Cette cohésion, c'est que
je crois que la plupart des élus étaient vraiment sincères. Jean-Marie Tjibaou était pour l'indépendance, on le savait. C'était pas un coup fourré où il avait son électorat, il avait ses convictions, et on respectait ses convictions comme il respectait les nôtres. Ils étaient vraiment sincères et ils avaient fait des concessions difficiles. Et on avait conscience que c'était des partenaires. Ils étaient devenus des partenaires, et non pas des opposants, même si on n'était pas d'accord sur l'essentiel. Mais on était d'accord, on avait un ciment commun, c'était l'amour de la Nouvelle-Calédonie. « 18 novembre 1984, le gouvernement prend fin. C'est le début de la période dite des événements. Et ce soir, dans votre émission Bienvenue dans la bande, Océane Zobler reviendra sur ce qu'il faut retenir sur ce gouvernement Tjibaou à quelques semaines du référendum. Elle reçoit Louis-José Barbançon et Jean-Pierre Haïfa, ancien président du FNSC. Une Calédonienne sur le podium, elle remporte cette finale de la 3e Mobile South Pacific Junior Open de golf chez les moins de 21 ans. On l'écoute au micro d'Éric Deroche. Je suis très contente de mon jeu en général. J'étais un peu plus imprécise aujourd'hui, mais je pense que c'était lié sûrement à la pression. J'ai moins bien putté, c'est pas tombé, je me suis mis plus loin des drapeaux. Mais au final, je gagne quand même avec quelques coups d'avance, donc je suis contente. Chez les hommes, l'Australien Nathan Page remporte la première place chez les moins de 17 ans. Adrien Espinosa, notre journaliste en reparlera lundi dans votre émission. Bienvenue dans la bande. Avant de vous quitter, demain, 18h, ne ratez pas votre émission Yes Weekend avec Adrien Espinosa. Il reçoit le groupe Inou. Je vous propose d'en voir un extrait. Inu kamingami Nima me nima Ezinela e te tata minike Choa mikuni. Voilà, c'est la fin de ce journal. Lundi, vous retrouverez à cette même place Élise Washington. Quant à moi, je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.